Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Je voudrais d'abord remercier l'Amnesty et Alexandrine pour avoir organisé ce forum des citoyens dans le cadre de la présidence française. Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les présidences qui font ça. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que c'est extrêmement important de mettre notre travail au sein et voire au cœur de la scène politique. Merci aussi pour avoir positionné ce forum autour des 5 missions de la Commission européenne. Vous les avez tous nommées, vous les connaissez visiblement, qui sont nos défis de société. Et pourquoi merci? Parce qu'encore une fois, je crois qu'il est important, comme acteur de culture scientifique et technique, de démontrer notre propre engagement. Ce n'est pas uniquement l'engagement des citoyens, mais c'est aussi notre engagement, nous, en tant que citoyens, mais en tant aussi qu'institution, et qu'institution forte et importante dans notre société. Donc, vous le savez, notre table ronde prend l'un des axes, ou en fait plusieurs axes d'émission. Agnès Parent, tout à l'heure, en a parlé. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces missions-là? Elles sont bien sûr dans le cadre du programme cadre qu'on appelle Horizon Europe, un programme cadre de recherche de 7 ans. Et elles sont transversales, interdisciplinaires. Elles revendiquent, elles disent qu'il y aura une grande participation des citoyens. Et puis, elles mettent, je crois, clairement la recherche, du moins une partie de la recherche, c'est-à-dire au service des défis que nous avons en tant que société. Et si la recherche se positionne clairement et dit « nous, on sert à ça pour la société », je crois que nous, comme acteurs de culture scientifique et technique, on doit aussi pouvoir le faire. On doit dire « on ne fait pas juste de la culture scientifique et technique pour le plaisir ou parce qu'on trouve que, en principe, c'est important », mais parce qu'on contribue à relever les défis de la société, éventuellement pas uniquement ces missions-là, mais également ce qu'on appelle en anglais les SDGs, qui sont les objectifs de développement durable des Nations Unies. Je ne l'ai peut-être pas tout à fait correctement. Donc, merci de ce forum qui nous permet de démontrer, comme je dis, notre propre engagement. J'ai parlé des missions tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant un peu au sein de Horizon Europe? C'est que avant, pendant 15 ans, il y avait un guichet, il y avait un programme qui s'appelait Sciences et Société, Sciences pour la Société, mais il y avait toujours ces deux mots-là, Sciences, Société. Et maintenant, il n'y en a plus. C'est intéressant d'une certaine façon puisque ça nous force à travailler avec d'autres acteurs. Ça nous force à sortir, soyons clairs, un peu de notre bulle, mais surtout, ça exige que l'on démontre aux autres à quoi on sert. C'est énergivore, soyons clairs, mais selon moi, c'est assez pertinent. Mais je pense, et si c'est vrai au sein de l'Europe, j'ai comme l'impression que ça doit être vrai au sein de d'autres secteurs de la société, en France ou ailleurs. Donc, ça nous force à travailler en partenariat, et on va en parler. Ça nous force un petit peu, comme je vous l'ai dit, à démontrer à quoi on sert. Maintenant, j'ai suffisamment parlé. On va commencer tout de suite notre table ronde. On devait commencer par Elsa. Alexandrine, est-ce qu'on commence maintenant par Céline ou par Ivan? D'accord, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine pour cette introduction et merci de m'avoir invité à intervenir à cette table ronde avec un sujet majeur, cet engagement en lien avec finalement le Green Deal, au-delà de l'objectif zéro carbone 2030. Donc moi je vais vous parler d'Ossanopolis et comment finalement on s'est accaparé cet objectif. Et en tout cas, comment on a travaillé avec l'ensemble des acteurs et sur différentes approches, aussi bien en interne que comment aussi on a mobilisé le public autour de cet engagement, autour de ces notions. Tu parlais des SDJ, évidemment les objectifs de développement durable, et puis aussi comment on a agi auprès des décideurs, puisque ça c'est un élément important. Tu disais, évidemment,
il y a des politiques derrière qui se déclinent avec des financements. Donc ça veut dire aussi qu'il faut agir auprès des décideurs pour qu'ils s'engagent et finalement intègrent dans leur politique cet enjeu, ce lien science-société. Alors je crois que c'est en train d'être connecté. Tu veux que je continue à meubler ou... Bon, avant que la première diapo arrive, je vais... Comme on s'est déjà rencontrés, on a loupé une petite partie, c'est-à-dire que tu peux peut-être te présenter. Ah oui, c'est vrai, pardon. Non, ça va, c'est moi qui aurais dû le faire. C'est moi qui aurais dû le faire. Donc moi, je m'appelle Céline Liré, je suis la directrice scientifique d'Oceanopolis. Oceanopolis est un centre de culture scientifique dédié à l'océan, qui se trouve là carrément à l'ouest. Voilà, vous faites une ligne droite, là, on traverse la France et on va à la pointe de la Bretagne, voilà, ouverte sur l'océan Atlantique. Super, merci beaucoup, merci. Alors, quelques mots sur Oceanopolis pour comprendre justement comment, finalement, on a intégré ces notions-là et comment on se les est appropriées. Ça, c'est vraiment important. En fait, Oceanopolis est né, a ouvert au public en 1990. Et donc, l'objectif, en fait, c'était d'être la vitrine de la recherche océanographique. Et ça, c'est un élément important puisqu'en fait, le socle d'Oceanopolis, c'est la recherche marine, c'est la science dédiée à l'océan. Et en fait, tout de suite, on a créé des liens très étroits avec cette communauté et on est allé au-delà du volet recherche puisqu'on a aussi créé du lien étroit avec finalement les gestionnaires puisqu'il y a des espaces naturels aussi marins autour en Bretagne. On a aussi créé du lien avec les entreprises. Il y a une concentration d'acteurs en fait dont les métiers, la formation convergent vers la mer à Brest. Et on a vraiment créé des liens avec l'ensemble de cette communauté pour pouvoir nous les accompagner dans ce lien entre science et société. Ça a été vraiment notre ancrage au niveau du territoire. Et puis petit à petit, en fait, cet ancrage finalement et cette approche s'est diffusée au-delà évidemment de la région Bretagne. Donc aujourd'hui, Oceanopolis, c'est plus de 12 millions de visiteurs et plus de 1,2 million de scolaires en 30 ans de fonctionnement. Ça, c'est un challenge, évidemment. Vous voyez, Brest, en fait, il y a de l'océan 60% autour, c'est que de l'eau. Et en fait, on n'a que 40%, donc on a un rayon d'action quand même qui est assez limité. On dit tous, on ne passe pas par Brest, on va à Brest, parce que c'est vraiment au bout. Donc la mission, elle a été vraiment de partager les connaissances océanographiques, et c'est ce qu'on fait depuis plus de 30 ans. De développer ce dialogue entre chercheurs et public, c'est aussi un des enjeux majeurs. On parlait tout à l'heure de cette espèce d'approche en silo, la recherche d'un côté, les entreprises, les acteurs de culture scientifique. Tout ça doit travailler ensemble. Le maillage, il est essentiel, il doit être extrêmement étroit. Voilà, il faut intégrer. Et c'est en fait finalement cette politique, elle s'est déclinée au cours du temps sur Brest. Aujourd'hui, en fait, ça fait partie des 3 lieux de recherche océanographique en Europe, Brest, aussi bien recherche publique que privée. Et donc, c'est un maillage très, très étroit avec cette communauté. Et puis également, favoriser la préservation de l'océan. Et pourquoi on en est arrivé là ? Puisque très rapidement, dès les années 90, quand on a travaillé avec les scientifiques, ils nous ont alertés en disant « Attention, il y a un vrai souci, en fait, il y a le changement climatique. » Personne n'en parle. Alors on a la chance, Jean Jouzel en fait est breton. Donc tout de suite il est venu nous voir, Jean Jouzel, en nous disant il faut que vous parliez du changement climatique parce que ça en fait personne n'en parle, alors ça va être catastrophique ce qui est en train de se passer. Donc on s'est tout de suite approprié ces notions-là qu'on a voulu partager avec le public. Voilà, le changement climatique est quand même un élément majeur par rapport à l'océan. L'océan c'est le régulateur du climat mondial. Peut-être que ça, vous ne le savez pas. En fait, s'il n'y avait pas d'océan, on ne pourrait pas vivre, il ferait trop chaud, ça serait insupportable, et on n'aurait pas assez d'oxygène. En fait, on dit toujours, c'est la forêt le poumon de la planète. Bien non, en fait, il y a 2 poumons. 50% de l'oxygène provient de la forêt, 50% de l'oxygène provient de l'océan, grâce, en fait, aux végétaux, aux planctons marins. Et puis, deuxième élément, en fait, l'océan, il a absorbé plus de 90% de la chaleur qui a été émise avec les gaz à effet de serre. Et donc, en fait, la chaleur, elle serait insupportable si l'océan n'était pas là pour capter cette chaleur et la redistribuer, en fait, à l'échelle de la planète. C'est pour ça, quand on parle, finalement, de réchauffement de l'océan,
C'est vraiment lié à ça, parce qu'il capte cette chaleur et la redistribue, ce qui entraîne des perturbations majeures, comme la fonte, en fait, la fonte des glaciers, et évidemment des modifications de courant qui sont en train d'arriver, modification du Gulf Stream qui va fortement nous impacter, nous, au niveau du climat tempéré. Donc en fait, c'est vraiment un régulateur essentiel, et on s'est dit, en fait, il faut expliquer ça, c'est vraiment important d'expliquer ça. Et ce qui se passe sur Terre, en fait, que l'on habite en plein milieu de l'Asie, finalement, ça a un impact sur l'océan. Donc quoi que l'on fasse, en fait, on va impacter, on va émettre des gaz à effet de serre, on va avoir une activité en termes de consommation qui fait qu'en fait, on va aller acheter un produit qui est fabriqué à l'autre bout du monde, qui va être transporté par navire. Il faut savoir que plus de 90% de ce que l'on a, de ce que l'on porte, de ce que l'on utilise chez nous, en fait, a été transporté par un bateau, a fait le tour du monde. Et ça, en fait, les gens l'ignorent complètement. Donc ça a été vraiment le cœur de notre réflexion pour pouvoir traiter cette notion d'engagement au sein d'Oceanopolis, auprès du public et auprès des décideurs. Petite question. Donc la motivation pour prendre cet axe est venue de l'information que vous avez reçue des scientifiques, mais pas du tout des publics et pas du tout de votre personnel à l'interne. C'est ça? Vous n'aviez aucune pression du public qui disait « dites quelque chose, faites quelque chose ». Non, alors à l'époque, dans les années 90, le public était assez ignorant de ça. Justement, les scientifiques n'étaient pas écoutés du tout sur ces notions-là. Ça a été la grande ignorance pendant très longtemps, cette notion de changement climatique. Et on va voir même après, de la part des politiques, en fait, ça a été très long, et en particulier la prise en compte de l'océan dans cette question du changement climatique. Ça a été très très long. Je propose de dérouler, mais c'est vrai que, alors, en ce qui concerne l'équipe en interne, justement, en fait, il y a eu une vraie réflexion. L'équipe était acculturée sur ces notions-là. On faisait en sorte on est quelques scientifiques au sein d'Oceanopolis, de partager en fait ce qu'on savait, ce qu'on avait, on allait à des congrès et on avait bien conscience de tout ça. Et donc on partageait ça en interne et rapidement en fait il y a eu une volonté d'intégrer en fait cette réflexion. Alors on était plutôt sur cette notion de développement durable pour pouvoir agir sur les trois piliers à la fois. Mais on s'est rapidement rendu compte que dans une entreprise qui est un peu compliquée, on a une marge de manœuvre assez limitée et on agit très souvent sur le pilier environnemental. Parce que c'est le plus simple. Parce qu'en termes d'action, ça va être facile. On va du coup dire on fait du covoiturage, on prend le vélo, on va trier les déchets, et puis on va diminuer notre consommation d'énergie, notre consommation d'eau. Mais en fait, quand on commence à regarder les autres piliers, le pilier économique, là, ça veut dire qu'il faut regarder les sous-traitants, il faut aller un peu plus loin, il faut tirer le fil, il faut regarder est-ce qu'on peut remplacer par d'autres produits, est-ce que du coup on a la même qualité. Et alors quand on tire le fil social, alors là, franchement, ça s'arrête tout de suite. Là, on se dit, oh là là, ça va être un peu trop compliqué. Là, ça veut dire qu'il faut que ça passe. Alors, dans des entreprises, tout de suite, vous voyez bien, il faut que toutes les équipes soient autour de la table, il faut qu'il y ait des vraies décisions de prise si on intègre le volet social. Donc on a commencé une démarche, mais qui était plutôt environnementale, donc d'action, alors aussi bien en interne auprès des salariés, donc ça c'est vraiment quelque chose de collectif, et on a fait aussi intervenir des scientifiques, on a fait des présentations, on a partagé la connaissance qui existait à ce moment-là, et puis on a décidé d'avoir quelque chose un peu labellisé, c'est-à-dire que du coup ça s'inscrit au sein de l'entreprise et on sait qu'il va y avoir un suivi. À partir du moment où on est labellisé, on a une norme, en fait ça veut dire qu'on définit des indicateurs et on doit suivre ces indicateurs, on doit y répondre. Et donc ça formalise, il y a un vrai plan d'action avec un suivi. Donc on est allé vers la norme ISO 14001, donc on a obtenu cette norme ISO 14001 en 2015. Et puis la réflexion, donc nous, Oceanopolis est géré par une société qui est ce qu'on appelle une société d'économie mixte qui gère différents équipements de la ville de la métropole brestoise. Et donc on s'est dit, ça serait bien de déployer ça à l'échelle des autres équipements. Et là, il y a une réflexion, se dire, en fait, il faut qu'on aille vers le pilier économie, social. Et donc, il y a eu un gros travail de fait sur cette notion aujourd'hui qu'on appelle RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Et donc, depuis l'année dernière, en fait, on est labellisé RSE, ce qui implique à nouveau d'avoir une vraie stratégie. Donc, on a défini des engagements. Et puis, du coup, on est vraiment sur cette notion
du coup également économie. Donc on regarde, on a tout un ensemble d'indicateurs qui nous permet d'avancer. Et en fait, tout le monde s'est approprié cette approche. Donc aujourd'hui, on est également sur une transition énergétique, engagée et partagée avec les collectivités et les partenaires. Alors quand je dis engagée avec les collectivités, ça aussi c'est un élément important. En général, vous ne maîtrisez pas le bâti. En fait, le bâti ne vous appartient pas, alors à moins, bon, pour quelques structures peut-être, mais autrement, en général, ça appartient à la métropole, à la ville. Et donc, finalement, quand vous voulez agir sur le bâti, il faut travailler vraiment main dans la main avec les collectivités, avec des partenaires industriels pour pouvoir agir. Et donc, c'est ce qu'on a fait depuis quelques années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a refait toute l'isolation pour limiter justement les émissions de gaz à effet de serre. On a installé des panneaux photovoltaïques. Voilà, on évolue sur ce sujet-là. Engagement auprès des publics. L'objectif, c'est évidemment l'engagement que l'on porte, c'est de faire en sorte de favoriser aussi un engagement auprès des publics pour la préservation de l'océan. Donc du coup, c'est un travail là de longue haleine. L'équipe voilà, il y a 2 représentants de l'équipe ici dans la salle. Voilà, c'est vraiment agir au quotidien, acculturer, sans culpabiliser. Donc ça, c'est vraiment essentiel. L'objectif, c'est pas de dire aux gens, au public, en tout cas, c'est bien ce que vous faites et c'est pas bien, mais vraiment apporter des clés pour comprendre leur action, pour comprendre ce qui se passe dans ce milieu marin, et donc ainsi limiter les impacts anthropiques. Et pour finir, engagement des décideurs. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a initié depuis pas mal d'années. On est dans différents réseaux, nationaux et internationaux, pour vraiment faire en sorte que l'océan soit pris en compte par les décideurs. Il faut savoir qu'il a fallu attendre 2015 pour que l'océan intègre en fait le texte de la Convention de Rio. Donc Rio 92, c'est là où on annonce développement durable, c'est là où on annonce biodiversité. C'est seulement à la COP15 à Paris que l'océan, enfin, est intégré, le mot océan est intégré dans le préambule du texte voilà, de cette convention internationale. Depuis, alors la COP15 évidemment, COP21 pardon, COP climat, dans la COP biodiversité, ce texte est évidemment intégré. Et puis, depuis, on continue d'agir pour qu'à différentes échelles, que ce soit à l'échelle de la région, à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, ce terme, vraiment, cette notion de l'océan soit prise en compte. On a eu la chance d'avoir le One Ocean Summit à Brest en février, qui est le sommet international pour l'océan, qui a permis de définir 13 engagements. C'est 13 engagements de Brest, 13 engagements pour l'océan, dont l'objectif est évidemment d'arriver à limiter les émissions de gaz à effet de serre zéro carbone en 2030. Et puis commence dès lundi la conférence des Nations Unies à Lisbonne, donc conférence des Nations Unies sur l'océan, qui correspond à l'objectif développement durable 14, où là, à nouveau, en fait, l'objectif, ça sera vraiment d'agir sur tous les leviers, aussi bien biodiversité, érosion de la biodiversité, et puis changement climatique, pour vraiment limiter les impacts, avec des objectifs qui vont être annoncés également à Lisbonne. Voilà comment les choses s'organisent avec ce fil rouge, évidemment, la science et l'océan. Merci beaucoup, Céline. Comme je pense qu'on a comme objectif de rattraper un petit peu le temps, je propose qu'on procède directement avec l'intervention d'Ivana, de façon à ce qu'on puisse avoir un débat croisé vers la fin. C'est possible au niveau de la technique? Oui. Alors, j'en profite pour vous présenter Ivana. Yes. Ivana Česková, qui est la directrice de l'Association tchèque des centres scientifiques et qui mène de conférences avec le titre Monde de la science et de la technologie à Ostrava, République tchèque. Et comme vous le savez, la République tchèque a la prochaine présidence. Ivana, can you hear us? Yeah. Je crois pas. Thank you for your speech. Wait, Ivana? I Ivana, can you please wait a second, please, because your sound is not super clear. Okay, just hold on. Yeah? second, please. What should I do? Just wait a little bit. I'll ask the technician. Est-ce qu'on peut régler le son? I have all like before when we tested it. I don't know. Now, is it better? I think it's in your side.
Ivana, hold on a second, please. Ah. What second? Oni asi jenom mají jako problém stále, víš? Jakože mě neslyší, jo? Vous No, entendez? je tam špatný, ale jakoby v sále pro ně. Takže já mám počkat? Jo. Já tě slyším v pohodě. Excusez-moi, est-ce que vous entendez dans la salle? Oui, ah d'accord, nous on n'entend pas, d'accord. D'accord. So it seems that it's fairly good now. So please, Ivana, the floor is yours. Please start from the beginning because we didn't hear exactly what you said. Et vous avez, je crois, la traduction. Thank you for invitation. Much I better. hope that you listen me Much better. now. Yes. Yes, it's good. Yes. Thank you. Thank you. So, dear ladies and gentlemen, thank you for inviting me to this roundtable. I am very happy that I can be here with you, and I would like to introduce the science centers in Czech Republic, because I think that they are the good institution where we can promotion and popularization information about climate changes. So I have prepared my presentation for this. It's possible to see it? No? For now, no. It was okay one So second ago. I can try it again. Oh, sorry. Yes, it's good. Yes, perfect. Please. Thank you very much. So, it is our science centers in the Czech Republic. There are 5 science centers and 3 planetariums, which are members of the Czech Association of Science Centers. And it is how I said. I think that this institution play a key role in raising awareness of this topic to the general public. And we aim to reach a larger audience through different communication channels. Firstly, through the exhibition, which are interactive. The second, through the events, lesson for schools and program for visitors. And the third way is to be an example for best practices, such as the use of solar energy, green roof, recycling and upcycling within the institution itself. So a good example in this, it's in Equilandia. It's a science center in Liberec, and this building is using many kinds of renewable energy, and visitors can see how it works on the big screen inside the building. And in these science centers, they have several exhibitions regarding climate change. They have exhibits explaining energy economy, like smart house with renewable energy sources, wind power plant, hydroelectric power station, and solar-based system. And they plan to create the whole exhibition focus on sustainability and clean environment.
The second is the Techmania Science Center in Plzeň. And here they have a section global challenges, and then there they develop topic of climate change. They have to exhibit, and the topic appears in program for students. Vida Science Center in Brno, there they arrange evenings for adults named Vida After Darks Green, and it's an event with a lecture of the topic of climate change and workshops on microplastic recycling and eco-friendly packaging. They prepared exhibition about successful activities in the field of climate and environmental protection. This is Fort of Knowledge in Olomouc. It is part of Palacký University, and they communicate topics like ecology, climate changes, and sustainability through the exhibit Water of Life. And it focuses on regional and global biological, geographical, and geological phenomena. And here in Olomouc, they prepare special thematics events and exhibition too. The very interesting could be Academia Film Olomouc, because it's an international festival of science documentary films, and they take part many international known scientists and so on. The other one is Earth on Plate. It's a festival documentary film about environment, food, and climate. And very interesting is exhibition Forest on the Future, because it's a futuristic design, and it's about city part of city in Olomouc, and it's very, very nice to visit. And here, the last but not least is the Science and Technology Center in Ostrava. It's a place where I work, and we executed here an exhibition focused on the sustainability. We organize seminars on development on hydrogen technology and its application as energy sources. And we can use our roof. This is our garden on the roof. And it's a very nice place and example for youth spreading greenery in the city with no more ground level space. And there is the interesting things, because our building is the only new building in the former industrial site called Dolní Vítkovice area, because all the others are parts of the big iron production factory, which was closed in the 1998 and is now utilized as a center of culture, education, and social life in the city. This is the factory in our mirror screen. So it was nicknamed the Iron Heart of Czech Republic, and nowadays it has been transforming from the black to the green city in Ostrava. So
I think, and as you can see, the Czech science centers found its way how to communicate information about climate changes. And now we are looking for possibilities how to do things together and how to help the other institution to popularization what they do for inform public about climate changing and their implications. So we in Czech Science Centers are going to create the whole exhibition focused on sustainability and clean environment. It could be traveling exhibition between all Czech Science Centers, or we will see how it be. And we prepare some other new activities. We could participate to podcast series on sustainability, or we would like to implement other future activities for public. So we would like to do them and share our experiences and knowledge between us in the Czech Republic, and we would like to cooperate with other science centers in Europe. I think and I believe that there are many things what should be done, and we want to do it. So I would like to invite you to visit the Czech Republic and our science centers. Thank you very much, Ivana, and thank you for being far. It's never that easy, but you've done a good job. We will open the floor now to the conversation because we haven't done so far. I'm not sure if you were able to hear. On va maintenant ouvrir à des questions que vous avez peut-être en tête. Moi, déjà, j'en ai une. On parle de coopération. I'll translate for you later. On parle de coopération. J'aimerais qu'on aborde la question peut-être des partenariats délicats. Les partenariats qui font mal, mais dont on a besoin. Les compagnies qui ont de l'argent, mais qui... Voilà. Comment... on est tous face à ça. Hein. Comment vous... Et ça peut être Google, ça peut être Facebook, ça peut être les compagnies. Comment vous abordez ça, Céline, de votre côté, et peut-être dans la salle également? D'abord, Céline. Ouais, ça c'est la question difficile. On a fait une exposition. Alors, je vais prendre un exemple hein, parce que c'est vraiment quelque chose face auquel on a dû faire un choix. On a fait une exposition pour les enfants sur l'océan il y a maintenant quelques années et on a travaillé avec la Fondation Total hein, sur cette exposition. À l'époque, ils avaient un volet biodiversité marine qui était assez conséquent. Hein. Je vous parle de ça, on était dans les années 2015. Aujourd'hui, si on devait refaire, je pense qu'on n'irait pas travailler avec la Fondation Total. D'une part, elle a disparu de la manière dont elle existait à l'époque, hein, où il y avait des axes qui étaient assez clairs. Il y avait un vrai volet biodiversité marine. Et d'ailleurs, ils accompagnaient beaucoup de projets de recherche en biodiversité marine. Hein. C'était vraiment un acteur important en termes de financement, hein, même pour, pour des cofinancements publics, hein, un apport de financement privé. Hein. Cette fondation a été complètement revue, elle est intégrée, elle est adossée à la RSE Total. C'est vrai que l'approche, la philosophie, l'éthique est différente aujourd'hui. Et donc, si on avait un choix à refaire, je le dis clairement, on n'irait pas, Mais la question se pose hein, sur d'autres entreprises. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, tous les grands groupes vont vers le déploiement des énergies marines renouvelables.
Donc se pose la question. En fait, ils viennent faire beaucoup d'appels du pied en disant voilà, nous on aimerait bien être accompagnés. Il y a un vrai problème d'acceptabilité sociale sur ces projets-là, avec énormément de populations qui s'organisent pour contrer la mise en œuvre et le déploiement des énergies marines renouvelables. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Est-ce que du coup on doit les accompagner, donc on y va, et je pense que si on y va, faut pas y aller, faut pas être entre les deux, parce que le pont il peut s'écrouler. Donc voilà, il faut y aller franchement. Mais c'est un vrai sujet. Je pense que c'est aussi un enjeu. On parlait changement climatique, on parlait limiter les émissions de gaz à effet de serre. On sait qu'on a besoin d'un mix énergétique. Donc je pense qu'il y a des vrais sujets et il y a des entreprises qui ont besoin d'être accompagnées aujourd'hui. Des réactions dans la salle? Micro. On a des micros, donc. Oui. Ivana, the question I asked was about what we could call delicate partnerships, companies or agencies that have money, but that are not extremely clean from the green point of view. So, if you have information on that, but I will still wait for the audience. You can think about your answer if you want to. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle? Ivana, do you want to add something on this notion of partnerships with private companies? Yes, I try. I think in us is problem. I think the big group what need this information is public is the school groups, and they can come in the free time and in the holiday, and it's right there. We need money for this our plans for the preparing the exhibition for the public, and we are looking for the partners for it, because I think it could be interesting for the company who need inform the public about their activities and do things good, and for the comment the climate change and how they help to do this or not to do this. Yes, so. Thank you. It's not an easy question. Est-ce qu'on a d'autres réactions, commentaires? Oui, je vois un monsieur ici, s'il vous plaît. Juste là. Bonjour à toutes et tous. Raphaël Degène, directeur d'Ombellisciences, agence régionale de culture scientifique dans les Hauts-de-France. C'est une question que je vais poser, qui est une question vraiment qui s'adresse à notre collectif, qui comprend des musées, des centres de sciences, mais pas que. Il y a aussi des acteurs qui travaillent sur des actions hors les murs, souvent on utilise ce mot, ou sur de l'itinérance. C'est comment on fait globalement pour réduire effectivement nos émissions de gaz à effet de serre et notre empreinte sur l'environnement, en réduisant en partie aussi nos déplacements et les déplacements de nos publics, mais tout en ayant la nécessité d'aller vers les publics ou de les faire venir, puisque une problématique permanente et récurrente des musées, des centres de sciences, c'est de développer la fréquentation, qu'elle soit dans les murs ou hors les murs. Et développer cette fréquentation se fait aussi nécessairement par des déplacements. Comment on peut penser des itinérances nouvelles, intelligentes, vertueuses, pour faire en sorte qu'on touche un maximum de public, qu'on augmente l'interaction avec les publics, mais en limitant les effets négatifs sur l'environnement. C'est une réponse, je suppose.
n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Bonjour à toutes et tous, Christophe Denis, donc directeur du Parc aux Étoiles, donc le CCSTI des Yvelines, et à côté de moi ma collègue Amandine Rowe, donc qui est directrice adjointe et chef de projet en fait d'un dispositif qui s'appelle Léonard. Donc on va parler effectivement, Raphaël, de diminution d'impact énergétique. Le Parc aux Étoiles est totalement inaccessible. Nous sommes situés sur le 2e point le plus haut de l'Île-de-France après le Mont Valérien. Et donc, seule façon d'y accéder, c'est voiture ou bus. Le Parc aux Étoiles a intégré la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, qui est la plus grande communauté urbaine de France, non pas en nombre d'habitants, mais en surface, avec 73 communes. Donc, je vais laisser ma collègue vous dire qu'est-ce que propose ce véhicule, en définitive, en diminution d'impact, alors que c'est un véhicule qui roule au diesel. Donc, bonjour à tous, donc Amandine Rowe, directrice adjointe du Parc aux Étoiles. Donc, avec le dispositif Léonard, l'objectif c'est d'irriguer l'ensemble des 73 communes et de permettre en fait potentiellement aux 411 000 habitants du territoire de bénéficier de toutes nos actions de médiation. Plutôt que de venir chez nous directement, on se rend au contact du public. Donc certes, on a un véhicule qui fonctionne au diesel, mais on envoie une équipe de médiation complète mener ses actions auprès des publics, plutôt que de faire venir 25 voitures ou 30 ou des bus à foison sur notre site. Alors, à l'intérieur du dispositif, on va avoir des conférences, des expositions, des planétariums mobiles, des soirées d'observation astronomique, toutes les actions que l'on peut mener au sein du Parc aux Étoiles, mais du coup directement sur notre territoire. On a une question ici, Sébastien. Effectivement, c'est un peu dommage puisque notre troisième intervenante aurait dû effectivement parler de ce travail à l'interne qui est fait au Muséum d'histoire naturelle. Et peut-être que je peux passer déjà la parole à Agnès. Et je sais par ailleurs que certains centres de sciences en Europe, notamment Heureka en Finlande, ont fait un audit important aussi pour savoir où se situait leur principale faute. Agnès, s'il vous plaît. Alors moi, je suis Agnès Parent, donc présidente de l'AMSTI, mais aussi directrice des publics au Muséum d'histoire naturelle. Je ne suis pas spécialiste des sujets, mais je veux dire quelques mots du sujet que devait aborder notre collègue Elsa Borromée, qui malheureusement est souffrante. On a fait une étude du cycle de vie d'une exposition, parce que c'est vrai qu'on peut avoir de bonnes idées, mais parler justement de l'impact des expositions, il faut l'étudier et le regarder de près. Donc on a fait très tôt, je crois que c'était en 2010, quelque chose comme ça, une étude du cycle de vie complet de l'exposition, qui nous a servi de base en fait, qu'on a partagé, parce que maintenant il y a tout un réseau autour de justement comment rendre les expositions plus durables, enfin dans une démarche d'éco-conception, et ça s'organise en réseau au niveau national, au niveau européen, donc ça c'est vraiment très intéressant. On fait du partage de connaissances, et donc maintenant on essaie d'appliquer avec ces principes en fait qui nous ont permis d'identifier en fait les sources les plus importantes en termes de production carbone, mais aussi en termes d'impact sur la pollution, la biodiversité, etc. Et donc, on travaille maintenant toutes les expositions, et entre autres, la dernière qui était au Musée de l'Homme, qui s'appelait Aux frontières de l'humain, a mené ce travail, en fait, pour justement baisser au maximum notre impact. Et par exemple aussi en fin d'exposition, vous l'avez peut-être vu aussi passer sur l'AMSTI, on fait toute une campagne, de dons aussi, de vente de mobilier pour que justement il soit réutilisé, recyclé, parce que maintenant on peut dire revalorisé dans d'autres lieux. Donc il y a toute une démarche que je ne vais pas vous décrire, mais qui est intéressante et surtout qui s'organise aujourd'hui au niveau national. Et voilà, c'est un sujet aussi qu'on va essayer de travailler au niveau de l'AMSTI pour réunir aussi ces savoirs et ces savoir-faire, parce qu'il n'y a pas de solution évidente. Il peut y avoir des bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Voilà, merci. Merci. Donc c'est plutôt une question pour rebondir un peu à une des questions que tu as posées, Catherine. L'autre, peut-être pour moi, c'est aussi la tension qu'on a entre faire de la médiation scientifique,
Donc parler de connaissances, parler de la façon dont on construit les connaissances et les connaissances sur certains sujets. Et quand il s'agit de l'environnement, comment on se positionne nous aussi en tant qu'institution. Est-ce qu'on prend parti ? À Excite, malheureusement, je n'ai pas pu être là, mais ce qui m'est revenu, c'est que les muséums nationaux d'histoire naturelle dans le monde ont décidé de faire des citoyens des avocats pour la planète. Voilà. Donc comment on fait ça ? Comment on fait ça à partir du moment où on reste à la fois dans une volonté de transmettre, mais là, on va peut-être un peu plus loin puisqu'on prend parti ou pas. Et Sébastien, je pense qu'on peut même pousser la question encore plus loin, prendre parti. Est-ce qu'on va jusqu'à être activiste et je pense qu'il y a un terme entre les deux que j'entendais hier, c'est le musée activant. Je vous laisse avec ça. Est-ce que vous êtes des musées activants? Est-ce qu'il y a une réponse à la question de... Oui, c'est ça, peut-être Céline? Je partage ce que tu as dit, Sébastien. C'est vrai que la limite entre engagement, militantisme, ou voilà, d'autant plus dans le paysage aujourd'hui où on a beaucoup d'ONG qui arrivent, qui s'expriment énormément, avec des positions très marquées, parfois basées sur des fausses informations. Donc ça, c'est un peu... Voilà, nous, notre rôle, c'est, je pense, aussi d'amener une information vraie. Ça, je pense que c'est essentiel de garder, en tout cas, cette ligne. Et en tout cas, nous, notre positionnement, c'est lorsqu'il y a cette volonté, en tout cas, de vraiment d'aller plus loin que l'engagement à titre personnel, c'est aussi diriger vers des associations dont c'est vraiment le cœur de métier, en fait, d'être beaucoup plus, cette fois-ci, activant, activiste, militant. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir une richesse en termes d'associations. Alors dans le domaine environnemental, voilà, il y a vraiment des associations qui ont des actions fortes, qui s'appuient en fait sur la connaissance aussi pour être militants. Alors après, c'est peut-être pas le cas partout en Europe. Hein. C'est vrai que peut-être que dans certains pays européens, peut-être que les musées, les muséums, les centres de sciences doivent doivent aller un peu plus loin. Mais je trouve que c'est intéressant aussi, justement, on parlait au début, de dire il faut travailler ensemble, il faut travailler avec des partenaires, je pense que l'objectif, c'est pas de prendre la place des autres, c'est de trouver chacun quel est son rôle dans cette communauté. En fait, on est vraiment dans un écosystème, je vais prendre cette image très environnementale, mais on est dans un écosystème et il faut que chacun ait bien son positionnement. Voilà, et je pense que se complète, c'est un espèce de puzzle et que tout le monde vienne s'enrichir les uns les autres, partager les expériences, construire ensemble, avancer ensemble. Et les associations ont un rôle à jouer, en tout cas dans ce puzzle, et il faut leur donner cette place-là. Je vois Philippe Guillet, Pascal, ce sera les deux dernières interventions si on veut respecter l'horaire. Merci. Oui, c'est pour rebondir sur l'intervention de Céline. Effectivement, il y a une ligne de crête qui est vraiment très importante entre le militantisme et puis cet engagement dont on a besoin, dont on voit bien que c'est une nécessité pour nos institutions. On a déjà parlé à Lyon il y a à peu près 6 mois. Je crois que c'est un sujet qui est fort et qui nous imprègne énormément. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes aussi dans une collectivité, on est dans un carcan, j'allais dire, politique, et qui peut être très destructeur par rapport à ça. Alors la ligne de crête, effectivement, on est un établissement scientifique, on est là pour délivrer des connaissances, les partenariats avec un certain nombre d'associations, mais il faut être extrêmement vigilant dans cette approche. Il y a une deuxième chose, je voulais rebondir aussi sur la question dont, Catherine, tu as parlé tout à l'heure, c'est, on a parlé de Total, mais il y a d'autres entreprises et qui touchent plutôt les questions sociales, et je pense notamment dans les partenariats, on a un partenariat qui m'embête un peu, à vrai dire. Hein. On a, je sais plus, à peu près 30 000 euros de mécénat, et c'est une entreprise qui s'occupe des EHPAD, qui s'occupe de tout ça. Alors je me dis quand même que
pour dégager de telles sommes, et en même temps, on sait bien la situation dans ces établissements-là, ça pose quand même quelques soucis. Donc c'est pas que l'environnement, c'est vraiment une attention qu'on doit avoir sur l'ensemble de ceux qui nous financent. Malheureusement, c'est un fonds de dotation, là encore, qui dépend d'une collectivité. On n'a pas toujours le choix. Voilà, donc c'est vraiment une ligne de crête et c'est vraiment quelque chose sur lequel chacun doit travailler et trouver sa voie la plus juste possible. Oui, merci. C'est vrai que toute réponse doit être contextualisée dans la réalité à la fois du pays et de la structure. Pascal, s'il vous plaît. Oui, je voulais vous juste un instant. Ivana, I just want you to know that we'll be closing soon. And I will ask you for 1 minute of closing statement if you want, OK? Oui, Pascal, oui, s'il je vous plaît. voulais vous signaler deux débats qui sont plutôt du monde des musées d'art, mais un premier est il y a eu à Kyoto, il y a 3 ans, une réunion assez difficile d'une organisation qui s'appelle ICOMOS, qui est l'organisation mondiale des musées, et autour de la définition de ce qu'est un musée. Avec 2 définitions. Il y a une définition actuelle de ce qu'est un musée, et puis tout un ensemble d'autres musées, deux musées se disent que c'est obsolète et qu'il y a quelque chose qu'il faut redéfinir du rapport des musées à la société, du rapport aux communautés, des rapports aux mémoires, etc. Donc il y a eu une espèce de bataille à ICOMOS, vraiment assez forte, entre des musées qui défendent une vision pas très loin de cette question de l'activation, on va dire, activation des mémoires, activation des communautés, et des musées qui restent essentiellement basés sur une définition scientifique de conservation et d'expertise. Alors c'est un débat qui est en cours et qui est assez intéressant, peut-être que vous joignez. Voilà. Deuxième débat qui n'est pas très loin de la question que vous posez, c'est la réflexion sur les néo-institutions. En tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une institution culturelle aujourd'hui, qui vient plutôt du monde scandinave et du monde anglo-saxon, et qui pose pas la question du militantisme, mais la question de la responsabilité publique, qui me semble peut-être plus intéressante, en tout cas, je trouve plus intéressante. Et c'est quoi la responsabilité publique en termes d'écologie ? C'est quoi la responsabilité publique en termes de féminisme? C'est quoi la responsabilité publique en termes de lutte contre les discriminations de genre? C'est quoi? C'est tout un ensemble de réflexions. Là aussi, c'est un débat qui a du mal à être fait en France, mais qui commence à apparaître. Et je crois que c'est vraiment un peut-être à poser sous le terme de responsabilité publique. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, je dois clore. Je remercie Céline Piret. Je remercie également Ivana Českova. But Ivana, do you want to first give 1 sentence of closing if you... Sorry? Yeah, thank you very much for attention for my presentation. And what I listened the things in your association is very similar, like by us, and I think that you are prepared for cooperation between your museums and science centers, and if you would like to cooperate with we are looking forward to cooperate with you. Thank you very much. Thank you. Merci de terminer sur cette coopération. Céline, 30 secondes. Merci Catherine. En tout cas, merci de m'avoir invité à cette table ronde encore une fois. Moi, le challenge, il est énorme. En fait, on parle du Green Deal. On a des objectifs qui s'affichent, 2030, 2050, qui sont vraiment essentiels. On parle de 1,5 d'augmentation de température pour 2050. On sait qu'on sera plutôt à 2. Donc on voit bien qu'il y a un challenge. Donc en fait, je pense qu'il faut tous agir, voilà, tous ensemble. Et en fait, il faut construire avec confiance. Moi, je pense que cette notion de confiance, elle est essentielle pour pouvoir tous avancer vers le même objectif de ce Green Deal. Merci. Merci.